Bonjour à tous. Merci d'être venus, de venir assister à notre conférence. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un projet qui a capoté, mais qui a amené à une super aventure humaine. On a co-créé avec Aurélia une pépinière de test. C'est un mélange de reconversion et d'handicap, tout ça au service de la qualité logicielle. On est là aujourd'hui donc pour vous faire un petit rex de cette expérience. Petite information, tout au long du rex, nous allons citer des personnes, leur vécu et leur expérience. Nous avons obtenu au préalable les accords de tout le monde avant de le faire. Et s'ils ne souhaitent pas être mentionnés, nous utiliserons des prénoms de substitution. Voilà. Petite info qui est quand même cruciale. C'est parti. Alors, qui nous sommes? Aurélia, qui es-tu? Alors, bonjour à tous. Donc Aurélia, je suis responsable du pôle de test chez Apsid. Je vais la tenir. Ouais, je pense que je vais tenir directement. Responsable du pôle de test chez Apsid depuis 6 ans. Je m'occupe, on va dire, de toute la mise en place de la méthode sur la partie du testing et des process, de la partie formation, des recrutements des collaborateurs, des mises en place d'équipes, en gros tout ce qui tourne autour du test. Et je supporte Madame Solène. Ça commence bien la conf. Une fois, elle m'a traité de chewing-gum collé à sa chaussure. Alors moi, qui je suis? Je suis Solène Lapouge. Échec. Je ne suis plus Solène Lapouge. Oh. Je me suis mariée ce week-end. Donc je m'appelle Bill Lapouge. Voilà, pardon, j'avais besoin de le dire. Hein, voilà, petite fierté, excusez-moi, c'est pas le lieu, mais voilà, je suis très heureuse. Donc comme ça, je ferai toute la conf comme ça. Ah non, je peux pas, j'ai l'épaule de bloquer. Excusez-moi. Je suis consultante qualité logicielle et j'aurais pu le modifier. Je suis plutôt lead test, lead test. Lead, c'est mes chaussures. Excusez-moi. J'accompagne Aurélia partout. Je fais essentiellement de la formation, donc j'accompagne des personnes en reconversion à la montée en compétences sur le test logiciel, mais j'accompagne aussi les entreprises à monter en compétences sur le test logiciel. Voilà pour la petite présentation. Alors, comment on a eu l'idée et comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé, Aurélia? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, grossièrement, on avait effectivement un projet à mettre en place et on va dire un delivery manager avait besoin de trouver des équipes de test, donc à peu près une trentaine de personnes. Et la question c'est, des testeurs, on en trouve partout. Alors moi forcément, par anticipation, je me suis dit, wow, ça va être certainement compliqué, donc il y a certainement des choses à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire, Solène? Déjà, ne pas se tromper de sens des flèches. Il va falloir trouver ces 30 testeurs. Et finalement, en fait, c'est pas si facile que ça. Donc très vite, on s'est dit, oh là 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 là, est-ce que vraiment on se lance dans ce projet? On a préféré quitter le navire avant qu'il coule. Donc on n'a pas été plus loin. Et on s'est vite rendu compte que, pour vous donner des petits chiffres, en 2024, il y a eu plus de 3000 offres d'emploi sur les métiers de la QA. Sur tous les réseaux de recrutement. Il faut savoir qu'en 2023, c'était le deuxième métier en tension dans le secteur de l'informatique. Donc finalement, 30 testeurs, c'était peut-être pas si simple que ça à trouver. Alors comment on peut faire pour voir ces postes, puisque ça se développe de plus en plus? On s'est posé pas mal de questions. On a un métier sous tension et on a peu de professionnels formés. OK ? Ça donne quoi au niveau des demandeurs d'emploi? Très vite, on s'est rendu compte d'une petite tendance. Donc en orange, vous avez tout le public et en violet, c'est ce qu'on appelle les personnes en obligation d'emploi. Donc c'est les personnes qui disposent d'une RQTH. Est-ce que au niveau vocabulaire, c'est bon pour tout le monde?
Ok. Alors, on voit juste une petite différence. Tout public qui a été au-dessus des personnes en obligation d'emploi, c'est pendant le Covid. Donc, clairement, il ne faut pas s'y fier. Pour vous donner quelques idées, aujourd'hui, sur les travailleurs handicapés, on a une augmentation quand même de l'emploi, mais par rapport à toute population confondue, on n'est qu'à 45% de personnes en activité. C'est des chiffres de l'AGFIP 2023, donc plutôt récents. On a un taux d'emploi qui est en augmentation aussi, mais on reste à 39% sur les personnes handicapées en taux d'emploi, et un taux de chômage qui est quand même à 12% et qui, lui, reste plutôt fixe. Je vous parle vite fait de quelques infos. On a quand même 50% qui sont demandeurs d'emploi depuis au moins un an, contre 44% tout public. 23% depuis au moins 3 ans du côté des travailleurs handicapés pour 16% tout public. Donc il y a quand même des écarts qui sont très importants. Sur l'ancienneté d'inscription au chômage pour les personnes, les travailleurs handicapés, on est sur 826 jours contre 634 jours. C'est énorme, c'est quasiment un an. Et alors, j'ai précisé, on est sur le même taux d'emploi pour les femmes, que ce soit en plein emploi ou en travailleurs handicapés. Juste quand même pour information, aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes reconnues comme handicapées en France. Et sur ces 12 millions, il n'y en a que 2,7 qui ont un statut légal de travailleurs de travailleurs handicapés. Et sur ces 2,7, il n'y a que 36% qui ont une RQTH. Donc, les chiffres, ils sont quand même sacrément faussés. Ok, finalement, est-ce que former ces personnes handicapées ne serait pas une solution? C'est peut-être naïf. Alors, c'est une bonne idée, mais comment on peut faire pour que ça soit viable pour former et employer ces personnes? On ne veut pas vendre du rêve, on ne veut pas faire du bullshit. L'idée, c'est de faire ça bien pour que personne ne soit lésé. Donc, on a bien le besoin, un manque constant de personnes formées au test. On a les difficultés sur le handicap, donc difficultés d'insertion professionnelle des porteuses et porteurs d'handicap. Et on a la valorisation de la reconversion, puisque quand on se reconvertit, on a déjà eu une vie professionnelle qu'on peut apporter au sein de notre nouveau métier. Et souvent, on amène aussi un regard extérieur, donc de nouvelles idées. Donc là, ça, c'est le début. On s'est dit, bon, comment on peut concrétiser l'idée? Globalement, il va nous falloir une école pour former, un client, parce que on est une ESN, hein, donc on fonctionne tout bêtement avec des clients, et l'entreprise, nous. Vous voyez, les câbles, j'arrive quand même à reculer dessus. Hein. Alors, on a trouvé le QL. Je vais vous présenter les entreprises juste après. Le client, on l'a trouvé chez AXA. Et chez nous, on a fonctionné avec deux entreprises, qu'au sein d'Apsid, il y a plusieurs filiales, l'Apsid EA et Apsid Top. Je vous les présente également juste après. Alors, l'EQL, c'est l'école de la qualité logicielle. Elle appartient à l'ESN Enix. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse ESN parisienne qui a développé Squash TM, un logiciel de test management qui est très bien pensé. Donc forcément, le test est quelque chose d'acquis pour eux. Donc il y a une vraie expertise, il y a une formation qui est approuvée et éprouvée puisque l'école existe depuis, je crois que c'est entre 2010 et 2015, donc c'est une école qui a eu le temps de faire beaucoup de sessions. Ils sont, je crois, aujourd'hui à plus de 70 sessions de formation, donc vraiment approuvés. Et eux, ils ont une vraie volonté de faire de l'inclusion au sein de leur centre de formation. Ok, après on a AXA. Donc là, on est quand même sur un très grand groupe qui a une guilde de test qui est assez énorme. On est sur plus de 300 personnes sur la guilde de test. Et eux aussi ont une véritable volonté de faire de la bonne inclusion. Et puis, il y a Apsid. Apsid, il y a une expertise technique
avec AppsiTop, mais on a aussi ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Et bien entendu, une volonté de faire de la bonne inclusion. Bon, globalement, on a tous l'air de vouloir faire les choses bien, ça commence plutôt pas mal. Alors, je vous parle d'entreprise adaptée. Est-ce que vous savez ce que c'est une entreprise adaptée? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, vous inquiétez pas, je laisse de temps en temps parler Aurélia, mais que de temps en temps, il ne faut pas abuser. L'objectif d'une EA, c'est d'offrir un emploi. C'est spécialisé pour les personnes en reconnaissance d'handicap. Eux, ils ont pour but de favoriser la mise en œuvre du projet professionnel et de valoriser et de développer les compétences, à ne pas confondre avec les ESAT. Les ESAT, c'est anciennement ce qu'on appelait les CAT. Il y a une vraie différence, ils ont la même mission, par contre, ils n'ont pas les mêmes objectifs et pas le même financement. Il faut savoir que l'EA va vraiment créer de la richesse pour créer des emplois durables et de qualité, là où les ESAT vont accompagner le travailleur et les travailleuses pour conserver en fait ses acquis scolaires et professionnels. Les financements ne sont pas les mêmes, mais les rémunérations non plus. Sur une EA, vous êtes un salarié normal avec une rémunération de minimum 100% du SMIC. Tandis que en ESAT, vous ne touchez qu'une indemnité, attention, hein, le choix des mots est très précis, de 55% du SMIC minimum. C'est-à-dire qu'en ESAT, il y a quand même une précarité financière très importante que vous n'aurez pas en EA. Et l'intérêt d'une entreprise adaptée, c'est qu'elle possède ce qu'on appelle le CDD tremplin. C'est les seuls qui peuvent les fournir. Les CDD tremplin, c'est des contrats qui durent entre 4 à 24 mois, qui ont pour but de faciliter l'insertion en milieu professionnel avec une formation préqualifiante ou qualifiante inclus dans ce CDD et un accompagnement renforcé et individualisé, que ce soit sur le projet professionnel ou sur l'handicap. Donc l'idée, c'est vraiment de développer un nouveau métier de placement, de valoriser un savoir-faire inclusif et de construire une société de plus en plus inclusive. Là, on est plutôt pas mal niveau partenariat. Alors, petit rappel. On a une école, on a un client, on a une expertise. Est-ce que ça ne serait pas le moment de créer notre pépinière? Mais Aurélia, pourquoi on appelle ça une pépinière? Alors, sur la partie pépinière, effectivement, alors moi, pour le contexte, je viens de la distribution et effectivement, l'ESN, je travaillais avec les ESN à l'époque, et les ESN appellent ça des viviers. Alors le terme, je déteste ce nom de vivier, je trouve ça vraiment moche et pas très très humain. Et la partie pépinière, effectivement, c'est des petits arbres qu'on va planter, qui vont grandir, qu'on va accompagner et qu'on va replanter ailleurs. Et je trouve que la pépinière, on va dire le mot, est beaucoup plus appréciable et je trouve effectivement plus imagé sur quelqu'un qu'on va faire grandir et qu'on va accompagner. Donc voilà pourquoi le mot de pépinière. Alors, ça y est, on a les partenaires, on a le nom, c'est le moment de lancer le projet. Alors là, je vais laisser Aurélia parler, puisqu'à ce moment-là, je n'existe pas dans le projet, donc je ne peux pas trop vous en parler. Il y a eu une présélection par France Travail et... Alors d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas France Travail, c'était encore Pôle emploi, et Appsi2A, qui ont retenu 21 personnes pour une étude de dossier, puis un entretien technique en distanciel. Et je te laisse la parole, puisque c'est toi qui as fait les entretiens techniques.
Alors merci Solène. Donc effectivement, Solène n'était pas encore arrivée. Donc le projet a démarré en octobre 2022. Et en octobre 2022, et les choix des candidats, ça s'est à peu près fait sur le courant février et mars. Et donc Solène n'était pas encore forcément là. Donc la présélection, effectivement, comme l'a dit Solène, on l'a fait en commun accord avec Pôle emploi à l'époque et Absi2A pour sélectionner des profils. Donc à peu près 21 candidats ont été retenus. Donc j'ai fait 21 qualifs techniques des personnes. Donc pour le choix des candidats le mieux, on va dire, adapté aussi au contexte de l'école et la partie aussi contexte client. Donc il faut savoir effectivement que l'école, c'est une charge relativement élevée de cours. Donc il fallait aussi se dire que le handicap des personnes devait s'adapter aussi au contexte de l'école qui pouvait être très 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 compliqué. Les premiers entretiens ont été faits en distanciel. Il a fallu aussi prendre en compte les besoins des personnes sur ces entretiens. Le distanciel n'est pas facile pour tout le monde. Il n'est pas forcément adaptable à tous les handicaps. Dans le lot, on a eu des personnes, par exemple, qui ne supportaient pas la caméra. Donc, il a fallu accepter de faire les entretiens sans caméra. Et c'était OK, leur faire comprendre que c'était totalement OK, que ça ne les pénaliserait pas. Et ça, c'est très compliqué de leur faire comprendre que c'est OK de ne pas mettre la caméra et qu'ils ne vont pas être jugés pour ça. Donc sur ces 21 qualifs tech, il y aura 11 personnes de sélectionnées. Ces 11 personnes vont passer les tests techniques de l'EQL. Les tests techniques de l'EQL, donc l'EQL c'est l'école de la qualité logicielle, ils se basent sur des tests de logique, d'écriture. L'idée c'est de savoir si les personnes ont une logique informatique, scientifique, et savoir s'ils arrivent à avoir une bonne expression à l'écrit, être concis et clair. Après, ces profils vont être présentés à AXA avec un entretien en présentiel pour sélectionner 7 personnes. Et là, c'est pareil, il y a eu un gros travail en amont puisqu'il fallait déplacer, donc AXA est à Nanterre du côté de Paris, il a fallu faire déplacer les personnes sur site. Et là, il y a eu beaucoup de stress chez certains de nos candidats. Il y a certains, on a vu avec eux quel trajet ils allaient faire, comment ils allaient venir, à quelle heure ils devaient arriver sur place. On a dû aussi s'arranger avec AXA pour qu'il y ait une salle de repos pour les personnes, pour pouvoir s'isoler, se calmer en cas de gros stress, voilà, que tout puisse répondre à leurs besoins. Tu veux parler un peu plus des qualifs, pas des qualifs, pardon. Alors effectivement, les qualifs des 11 personnes retenues avant présentation aussi des profils AXA, on va dire, il y a eu un choix aussi de fait sur la partie candidat squad de chez AXA et les managers pour vraiment se fier aux différents pathos, aux différents handicaps des personnes pour faire un profilage adapté avec les squads possibles et les managers. C'est-à-dire qu'en fonction des handicaps, je prends quelqu'un qui a un TSA, donc je ne sais pas si un TSA pour vous, c'est OK. Voilà. Du coup, j'ai fait un profilage des managers et des squads pour savoir si le profil de la personne qui avait un TSA allait être adapté à l'environnement ou pas. Et donc, on a fait une sélection des managers vis-à-vis du candidat. Ce qui était beaucoup plus logique pour moi. Déjà de les accompagner, sachant qu'on allait les accompagner sur une année entière de suivi et de formation, et qu'en plus de ça, opérationnellement, on allait échanger directement avec les managers et les test leads de la squad pour adapter le handicap de la personne, qu'elle se sente totalement intégrée à l'équipe et que toutes les personnes, on va dire, qui travaillent avec cette personne-là soient on va dire, en phase avec le handicap, soit formé effectivement aussi au handicap et que chacun puisse travailler avec une fluidité totale dès le départ. Voilà. Alors, suite à ce recrutement, nous avons retenu 7 candidats et candidates. Alors, sur ces 7 profils, on a
tout confondu, différents handicaps, différents genres, différentes expériences professionnelles et différents niveaux d'études et d'âge. Là, très vite, on se rend compte que l'enjeu, il est multifactoriel. Il va falloir ne perdre personne en route, faire une montée en compétences sereine, connaître les individus, puisqu'on est sur du profilage, il faut qu'au bout de la formation, on puisse les placer dans les bonnes squads pour qu'elles se sentent assez à l'aise, créer du lien dans l'équipe, au sein même de ce petit groupe de 7 personnes, mais aussi avec nous. L'idée, c'est vraiment de créer ce lien de confiance pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Quand je parle de tout handicap, je me permets de faire un petit rappel. Il n'existe pas un handicap, il en existe plein qui sont classifiés dans 6 grands types d'handicap. On a tout ce qui est handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif, handicap psychique, tout ce qui est déficience intellectuelle et tout ce qui est maladie invalidante, souvent connue dans les maladies invisibles, enfin les handicaps invisibles. Juste faites attention avec les 80% d'handicaps invisibles. Il faut savoir que beaucoup de personnes ne déclarent pas leur pathologie et en plus, on ne trouve pas l'origine de ce chiffre. Globalement, il y a des handicaps qui sont clairement plus faciles que d'autres. Nous, on a rencontré beaucoup de difficultés sur tout ce qui est handicap psychique lié à notre contexte. Les personnes, souvent sur des maladies psychiques, ont besoin d'un cadre très routinier. Et finalement, on est sur une ESN, donc on fait de la prestation, donc avec des changements de mission assez réguliers. Là, il y avait aussi 3 mois de formation à l'école, je vous en reparle un petit peu plus tard. L'inclusion dans l'entreprise, et c'est des choses qui peuvent vraiment dérégler les traitements de personnes ou aggraver leurs symptômes. Donc c'est quelque chose qui nous a demandé énormément de vigilance et de travail. En plus, sur tout ce qui est handicap psychique, les personnes concernées ont souvent un énorme tabou. Il y a une honte derrière, donc il a fallu en plus se battre contre la honte qu'ils pouvaient avoir de leur maladie. Au niveau de la sélection des candidats, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres freins. Ils ont un vécu scolaire, on les renvoie à l'école. Ça s'est souvent, essentiellement, mal passé, donc beaucoup de stress. Il y a le vécu professionnel. Certains ont perdu leur emploi à cause de l'handicap. Certains ont déjà eu des promesses non tenues de reconversion. Il y a le vécu face à l'handicap. Certains étaient en train d'apprendre qu'ils venaient de déclencher leur handicap, donc il fallait aussi maîtriser leur handicap. Il y a la pression sociale quand on est en reconversion. Est-ce que tu es sûr que tu vas aimer? Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Mais je ne comprends pas ce que tu vas faire. Mais tu avais un emploi sûr, tu te rends compte, tu as des enfants, tu as un prêt à payer, etc. Donc il y a une vraie pression sociale. Et ce fameux syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'au bout de ce temps de formation, je vais être à ma place? Est-ce que je vais être assez technique? Et ça a été un très gros frein. Alors, comment on a lutté contre ces freins? Eh bien, la confiance. Des fois, c'est le b.a.-ba, c'est le basique qui fonctionne le mieux. On les a écoutés. On a mis en place avec eux. On n'a pas fait pour eux, on l'a fait avec eux. Et c'est une vraie différence. Et c'est là où j'arrive. On a mis une personne qui a fait cette école et qui est aussi porteuse d'handicap. Je vis avec une amie invisible depuis très très longtemps. J'ai une spondylarthrite ankylosante et je me suis reconvertie dans le test logiciel. J'ai eu l'occasion de rencontrer Aurélia. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers. Mon premier métier, c'était ramasseuse de caca. J'étais soigneuse animalière. Et je vous jure, grâce à ça, je suis aujourd'hui une très bonne testeuse. Ah, là, vous êtes en train de vous dire, je ne comprends pas le lien, mais je vous jure, il y a un lien. Je me suis formée dans un premier temps en tant que formatrice en maison familiale et rurale. J'enseignais surtout à des adolescents de 14 à 18 ans et aux adultes. En gros, la seule différence avec les animaux, c'est que eux ne me jetaient pas de caca à la face. Et en vrai, c'est un vrai amélioration de ma qualité de travail.
Et en MFR, on se retrouve avec beaucoup d'adolescents qui n'ont pas leur place dans le système de l'éducation nationale. Et on se retrouve beaucoup avec des TSA, des TDA et tout ce qui est trouble 10. Est-ce que tout ce qui est trouble 10, ça parle à tout le monde? Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, à toute la famille des 10. Donc, j'avais déjà une grosse affinité avec la maladie et j'ai vécu ce que eux vont vivre. Et tout au long de la formation et du parcours en entreprise, nous n'allons jamais changer l'équipe encadrante. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient un repère fixe, que ça ne change pas de personne. Qu'est-ce que ça a apporté? On a eu une ouverture de la parole de nos apprenants et apprenantes. On a eu des meilleures adaptations de postes. On a accompagné les personnes pour qu'elles arrivent à mieux exprimer leurs besoins. On pense savoir ce qu'on a besoin. Et en même temps, on ne veut pas trop le faire. On dit « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de mes lunettes. » Par exemple, pour quelqu'un qui est gêné par la luminosité. « Ah non, j'ai pas besoin de mes lunettes. Je peux le supporter toute une journée sur place. » Oui, sauf qu'en fait, le soir, ça va te déclencher des affreuses migraines. Donc, pourquoi tu ne porterais pas tes lunettes toute la journée sur place? Oui, mais que vont penser les autres? Mais on s'en fout. L'idée, c'est que tu sois dans de bonnes conditions. Donc, si tu as besoin de porter tes lunettes toute la journée de soleil, toute la journée sur site, tu portes tes lunettes de soleil toute la journée sur site. Et parfois, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'adaptation et ils se rendent compte qu'en fait, une souris ergonomique, un fauteuil adapté, ça peut littéralement changer la vie. Et surtout, il n'y a pas de tabou. Très vite, ils ont compris qu'ils pouvaient tout nous dire, ce qui fait qu'on était au courant des problématiques avant qu'elles explosent, ce qui nous permettait, nous, derrière, de tout anticiper et qu'il n'y ait pas de soucis. Quand je dis pas de tabou, c'est qu'on a fait littéralement un SAV, c'était le dimanche soir à 21h, mais je m'habille comment demain? Comment ça, tu t'habilles comment demain? Normalement. Mais non, je vais en entreprise. Oui, et alors? Ah faut pas que je mette un t-shirt. Alors, chez AXA France, il y en a qui sont en costard-cravate et il y en a qui sont le pur modèle geek qu'on peut connaître. Hein. Donc, habille-toi comme tu veux. Ça a été compliqué de le faire lâcher et finalement, ça s'est très très bien passé. Mais un dimanche soir à 21h. Dans la sélection des candidats, il a fallu faire aussi attention aux affinités sur le métier du test, de l'informatique. Il y en a, hélas, qui sont dans une très grande précarité et qui sont prêts à dire qu'ils aiment l'informatique juste pour se lancer dans une reconversion et avoir un salaire à la fin du mois. Mais nous, l'idée, c'est de faire quelque chose de pérenne et durable. Donc, il faut faire, hélas, une vraie sélection là-dessus, mais aussi une affinité entre les candidats, puisque l'idée, c'est qu'on crée un vrai groupe avec une vraie cohésion. Aussi, tout ce qui est culture professionnelle, le monde dans l'informatique, on le sait, il y a une vraie culture très spécifique, c'est est-ce qu'ils vont rentrer dans cette culture-là. Et il y a aussi le frein du vécu, ce qu'ils ont pu vivre en entreprise avant. Les autres freins qu'on a pu rencontrer au niveau de l'école, c'est qu'on est sur une formation très intensive, on est sur 3 mois de formation en continu, sur une session mixte, c'est-à-dire avec des personnes sans handicap et des personnes avec handicap. Et du coup, pour l'école, un gros besoin, pour les candidats, un gros besoin d'adaptation. Et pour l'entreprise, son gros frein, ça va être en prise de risque. Ils vont sur quelque chose d'inconnu et ils s'engagent aussi financièrement vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Alors, au niveau du centre de formation, il y a eu un vrai frein au niveau du nombre de personnes. Il faut savoir que la formation dure 58 jours avec une session de 15 personnes et nous, on arrive avec nos 7 apprenants. Donc, soit la moitié de la formation de personnes avec handicap. Voilà, ils se sont dit « Oh là là, mais il faudrait peut-être mieux le faire avec 2 formations et tout. » Non, surtout pas. En fait, l'idée, c'est qu'on crée un groupe. Donc, si on divise par différentes formations, l'intérêt est zéro. Peur de faire mal. On a eu beaucoup de peur de mal faire et de faire du mal.
La nécessité de s'adapter parce que les formateurs, ce sont souvent des personnes du milieu qui ne sont pas en fait formées à être formateurs. Donc, c'est potentiellement les mettre en difficulté eux aussi. Et aussi leur imposer ce suivi par des personnes extérieures. Souvent, on préfère faire notre popote au sein de l'entreprise, mais là, on leur impose le suivi par quelqu'un de l'extérieur. Et ça, c'est pas toujours facile de lâcher prise là-dessus. Bon, il n'y a pas de secret, hein, la communication encore et toujours. Il a fallu parler, carte sur table, pas de tabou. Et ça s'est très bien passé. Côté client, il a fallu qu'ils acceptent qu'on se fasse confiance réciproquement, qu'il fallait qu'il soit très factuel, parce que comme le disait Aurélia, il y a eu un vrai profilage sur les équipes. Je te laisse en parler un petit peu. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc, pour la partie client, effectivement, le but, c'est de se faire confiance et de collaborer sur cette mise en place de pépinière. Et donc, de faire un profilage des 7 apprenants. Du coup, comme l'a dit Solène tout à l'heure, à l'école, on a pris contact avec les apprenants. On a fait un suivi le jour pour la plupart et même les week-ends. Et donc du coup, on se connaissait bien, la confiance était là, et donc on est arrivé à faire un profilage vraiment axé uniquement sur le profil de l'apprenant et qui allait matcher avec l'équipe et du coup les test leads et le manager. Et donc ça, c'était un très gros travail, notamment chez AXA. Ils ne l'avaient jamais fait. Alors, ils ont déjà mis en place des choses, des formations de reconversion, jamais dans le handicap. Mais même eux, c'est un modèle qu'ils n'avaient jamais fait avant, de faire un profilage sur les candidats et les managers. Et du coup, en fait, il en est ressorti que l'intégration s'est super bien passé. Et justement, on parlait du syndrome de l'imposteur. Alors, forcément, tous ont eu le syndrome de l'imposteur. Mais au final, ça s'est, on va dire, atténué très très vite au niveau des semaines. Et en fait, ils sont vraiment intégrés très 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 bien à la squad. Voilà. À tel point que AXA nous a même dit, dès leur arrivée dans l'entreprise, même au bout d'une semaine, c'est fou, parce que nous, on forme en interne des gens qui font la formation dans leurs locaux. Et les nôtres étaient beaucoup plus sereins et beaucoup plus à l'aise dans leur basket que ceux qui formaient en interne au sein de leur entreprise. Et ça a été dur aussi côté AXA parce qu'il a fallu qu'ils aient un vrai regard factuel sur le fonctionnement de leur équipe. Est-ce que l'équipe est vraiment volontaire? Est-ce qu'ils le font parce qu'on les incite à aller dans cette direction d'accueillir une personne en situation de handicap? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Est-ce que l'équipe est assez solide s'il y a besoin de formation en interne? Donc, ils ont vraiment dû analyser le fonctionnement des équipes. Et ça, c'est pas toujours facile d'avoir un regard objectif et factuel sur ses propres équipes. Tout ça, ça a permis donc un meilleur placement des apprenants et des apprenantes et une meilleure communication avec pas de tabou. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois où on a été avec nos gros sabots. Ça peut surprendre un peu. Maintenant, ils sont plus surpris. Pendant la formation, les apprenants s'en sont pas rendus compte, mais effectivement, il y a eu tout le travail de profilage des équipes et de présélection des équipes et des missions. Pour donner un exemple, dans nos apprenants et apprenantes, nous en avions qui étaient hyper techniques. On savait qu'ils avaient besoin d'être énormément nourris, donc il fallait qu'on les mette dans des missions très techniques. On en avait qui avaient une montée en compétences beaucoup plus douce, donc il fallait des équipes qui puissent leur apporter cette sécurité de cette montée en compétences. Par exemple, on a aussi une collègue pour qui la communication avec les autres est très très difficile. Donc forcément, on a évité de la mettre dans la grosse squad agile avec 30 personnes. Bon, agile, 30 personnes, on est d'accord, hein, mais on va quand même éviter. On s'est dit que peut-être que l'équipe de 4 personnes lui correspondrait bizarrement beaucoup mieux. Donc il a fallu faire tous ces ajustements-là. Et c'est pareil, du coup, on a fait la même chose côté apprenants et apprenantes. Le profilage, la compréhension de leurs besoins et l'évaluation de leur niveau technique. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la timeline?
moi, je suis arrivée en décembre 2022. L'appel d'offres a été validé par AXA en février 2023. Ça a été assez vite, hein. De février à mai, il y a eu tout ce qui est sélection des profils. En juin, ils sont rentrés à l'EQL. Ils sont sortis de l'EQL en août 2023. L'EQL, je rappelle, l'école de la qualité logicielle. À l'issue de l'école, on leur a offert une semaine de repos. Parce que clairement, quand vous venez de vous taper 3 mois de formation intensive, une semaine de repos, c'est le minimum. Et ils ont eu une semaine de formation interne. Dans cette semaine de formation interne, on les a formés aux outils que AXA utilisait. L'idée, c'est qu'ils arrivent avec déjà une préconnaissance des outils pour ne pas être perdus. On leur a fait une formation à l'AMS. L'AMS, c'est l'assurance mutuelle et santé. Bizarrement, le corps de métier d'AXA. L'idée, c'est qu'ils aient bien tout le vocabulaire et la compréhension du métier dans lequel ils allaient travailler. Du coaching et du coaching. Oui, c'est OK de venir en t-shirt. Oui, tu peux porter tes lunettes. Oui, tu peux porter ton casque pour t'isoler. Oui, tu n'es pas obligé de manger avec tes collègues le midi à la pause. Tu as le droit de t'éloigner. Voilà, je cite les grandes lignes, hein. On a fait une T-Rex aussi sur la formation, savoir leur vécu, parce que nous, l'idée, c'est de pouvoir refaire ça et savoir nos points d'amélioration. Et aussi, on a pris le temps avec eux, de les accompagner chez AXA, rencontrer leurs futurs managers et les locaux. Et vérifier aussi avec eux que les trajets en transport étaient bien calés et n'étaient pas une source de stress pour eux. Pendant la mission, il y a eu un suivi quasiment quotidien au départ et en fait, en fonction des besoins, on a espacé les échanges. Puis des fois, il y a eu besoin de remettre un peu plus de fréquence au niveau des suivis. Donc on s'adaptait vraiment aux besoins de chacun. On a fait des points hebdomadaires avec les clients, vérifier que tout se passait bien dans les squads. On a mis en place une matrice de compétences pour plusieurs raisons. Cette matrice, elle sert aux apprenants, voire se rendre compte de leur montée en compétences. Ils s'auto-évaluent sur une fonctionnalité. Elle est corrigée par le manager de proximité. Souvent, ils se sous-évaluent. Le manager dit « Attends, ça fait 3 mois que je bosse avec toi, je peux t'assurer, là-dessus, tu ne mérites pas un 1, tu mérites un 4. » Et aussi, on le faisait régulièrement pour qu'ils puissent se rendre compte que oui, ils étaient à leur place, oui, ils montaient en compétences, oui, ils s'amélioraient. C'était une façon pour eux de voir qu'ils étaient à leur place et qu'ils avaient des compétences. Et bien entendu, un suivi avec les managers et manageuses clients. Je me répète, mais je venais de le dire. Alors, à 1 an, il y a eu en tout 2 pépinières de fête. La première pépinière avec AXA et les 7 apprenants, et une deuxième qui a lieu à mi-parcours, je dirais, qui a été faite en interne, où on a nous-mêmes fait la formation, justement, de l'apprentissage de la première, qui est normalisé, était un petit peu dur. Donc, au lieu de faire sur 58 jours, donc 3 mois de formation, on est passé sur 5 mois de formation, ce qui nous a permis d'approfondir certains points, mais aussi de laisser beaucoup plus de temps aux besoins des apprenants et apprenantes. En résultat, qu'est-ce que ça donne? Il y a eu 3 internalisations en septembre 2024 sur la première pépinière. Et ça, on en est très content. Il faut savoir que nous, c'est ce qu'on cherche. Vous allez dire, mais le SN, le but, c'est pas plutôt de fidéliser ses salariés? Eh bien, pas dans ce cas-là, parce que l'idée, c'est comme on travaille avec une entreprise adaptée, petite information, petit moment de gloire, il faut savoir que Apsid a été la première ESN de France à avoir son entreprise adaptée. Bon, maintenant, on n'est plus les seuls, mais on a été les premières, et c'est quand même chouette. Donc vraiment, l'entreprise adaptée, l'idée, c'est que justement, ces salariés soient internalisés pour laisser la place aux suivants. Donc, on a un vrai objectif d'internalisation sur ce genre de mission et aussi qui vont offrir cette stabilité à nos salariés. On a eu 2 prolongations de mission, notamment parce qu'on a un de nos apprenantes qui n'était pas trop sûr de se sentir assez bien dans cette mission. Et donc AXA lui a dit on ne va pas signer le CDI tout de suite, on va changer ce qui ne va pas et on va te laisser un peu plus de temps de réflexion. On a eu une sortie en cours de programme
On a décidé que pour la personne, son état de santé était en train de se dégrader. La personne n'était pas prête à accepter d'elle-même de sortir de mission. Donc, on lui a imposé une sortie de mission. Et cette personne est actuellement sur un contrat en interne qui lui offre beaucoup plus de stabilité et qui se passe très, très bien depuis. Et on a eu une sortie en fin de programme, une personne qui était en fait qui avait encore un gros travail d'acceptation sur son handicap, qui était encore beaucoup dans la colère. Et finalement, pareil, on l'a fait passer sur des projets internes pour pouvoir l'accompagner. Et dans quelques temps, on va pouvoir le replacer à nouveau chez un client. Sur la deuxième pépinière, sur 6 apprenants, il y en a actuellement 2 chez AXA, puisqu'AXA nous a dit on a besoin, est-ce que vous en avez encore sous le coude? Je dis ça tombe bien, on en a. D'ailleurs, ça se passe très très bien. On a 2 autres en mission chez d'autres clients. On a une sortie en fin de programme, pareil, pour un projet professionnel qui n'était pas encore assez mûr. On pense savoir, mais on n'est pas sûr. Et un en projet interne uniquement, puisqu'on le trouve trop fragile encore pour pouvoir être chez un client. Qu'est-ce que tout ça a pour avantage pour le client? Eh bien, c'est déjà, il va toucher des aides à l'embauche. Voilà, le nerf de la guerre, on est d'accord, c'est l'argent. Le client, quand on lui dit tu vas toucher des aides, il est plutôt content. Il va avoir des versements de subventions, notamment pour tout ce qui est aménagement des postes. Petit truc aussi, c'est qu'il est exonéré des charges sociales sur ce salarié. Toujours le nerf de la guerre. L'autre truc aussi, c'est que ça répond aux obligations légales d'embauche. Aujourd'hui, 6% de son effectif EQT, donc c'est équivalent temps plein, à partir de 20 salariés. Et s'ils n'ont pas ces 6% d'obligations d'emploi, ils payent des pénalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent payer les pénalités que s'embêter sur ce type d'aménagement. Et il y a aussi juste la valorisation de l'humain, de l'inclusion. C'est une belle aventure, ce qui est quand même assez chouette pour les entreprises. Les grosses difficultés qu'on a rencontrées tout au long de ce projet, clairement, c'est la connaissance de l'handicap. Chaque personne a un handicap et chaque handicap est différent. Donc il faut s'adapter vraiment à toutes les personnes, ne pas hésiter à se remettre en question et d'aller chercher des informations, de pousser. Je vous rappelle qu'il n'y a tout au long du parcours, ils n'ont aucune obligation de nous dire de quoi ils sont atteints ou quel est leur handicap. Et certains ont fait le choix de ne pas nous le dire. Donc pendant tout l'accompagnement, nous ne savions pas quel était le problème qu'ils avaient. Donc vraiment, c'était en discutant avec eux qu'il a fallu qu'on trouve et qu'on comprenne leurs besoins. L'avancée du projet professionnel, je vous ai dit, on en a perdu en cours de route. On a cru qu'ils étaient assez avancés dans leur reconversion et finalement, c'était encore un peu trop fragile. L'acceptation de l'handicap, mais des 2 côtés. C'est est-ce que la personne est OK avec son handicap? Est-ce qu'elle est sur une phase d'acceptation? Là, je vais parler plutôt personnellement. J'ai fait mon premier rhumatisme à 8 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. On pourrait croire que je suis très OK avec l'handicap. Il y a des jours où je vous dirais « Ouais, ça va, je gère ». Là, aujourd'hui, j'ai dû mettre, en rigolant, j'ai bien dû mettre 7 minutes à mettre mon soutien-gorge ce matin. J'ai failli appeler ma collègue pour qu'elle vienne m'aider. Autant vous dire que j'avais un petit poil de colère en moi. L'acceptation du handicap, elle est limitée. Et c'est très énergivore, mais des 2 côtés. Je vous disais, nous, on a répondu à des messages le dimanche soir, le samedi, des fois très tôt. Des fois, il a fallu qu'on passe 2 heures au téléphone avec les personnes parce qu'il y avait un stress, ça n'allait pas, il fallait qu'on débriefe de tout ça. Et eux aussi. Enfin, on a cassé leur rythme, on a cassé leur quotidien, on les a mis dans des situations qui les font vraiment, qui peuvent aggraver leur pathologie. Et ça a été aussi très dur physiquement et mentalement pour eux. Les résultats, clairement, on a beaucoup plus de sourires. Je vous en parle un peu plus après. Des professionnels qui sont beaucoup plus experts et expertes dans leur métier. Des employés ouverts.
des équipes extrêmement motivées, de la découverte et de l'acceptation. On a un de nos apprenants chez AXA qui est atteint de TDAH, qui a un traitement assez lourd. Et du coup, il a décidé d'expliquer, en fait, de former son équipe dès qu'il est arrivé à sa pathologie. Et en fait, dans son équipe, depuis, il y en a plusieurs qui se sont lancés dans le diag. Voilà. Parce qu'ils ne connaissaient pas et il y en a certains qui pensaient être OK avec ce genre de pathologie et finalement se sont rendus compte que des fois, la perte de contrôle que peuvent avoir ces personnes fait qu'ils ne fonctionnent pas dans la normalité pouvait finalement les excéder et que c'était difficile de lâcher prise et que ce n'était pas quelqu'un qui fonctionnait de façon normalisée. La remise en question, beaucoup de remises en question, notamment du côté des managers. Finalement, est-ce que je suis un bon manager? Est-ce que je suis aussi à l'écoute de mon équipe? Est-ce que finalement, je suis si ouvert que ça et aussi inclusif que je le pense? Et surtout, une belle aventure humaine, parce qu'on reste toujours très soudés et très proches de ces personnes. Nous, on y croit à ce genre de projet, sinon on ne serait pas là pour vous en parler. Parce que c'est un projet, c'est clairement l'insertion, c'est le futur. Il faut avoir confiance dans la reconversion, c'est une vraie richesse. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit à l'handicap. Ça ne se transmet pas, l'handicap, ça se passe bien et c'est chouette. Enfin, c'est chouette. On se comprend, hein. On va casser un peu les clichés et vraiment, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos employeurs, à vos entreprises. Motiver, c'est vraiment quelque chose qui est à reproduire. Et d'ailleurs, avec ou sans nous, on n'est pas les seuls à le faire, mais vraiment, on en est vraiment convaincus. Je papote, je suis un peu limite au niveau du temps, donc je vais le passer assez vite. Il y a quelques témoignages à la fin. De toute façon, les slides seront disponibles, donc prenez le temps de les lire. Dans les petites histoires, on a Rachel qui a dit qu'elle pouvait se sentir libre maintenant de parler ouvertement de son handicap et d'exprimer ses besoins et de réfléchir à des vrais aménagements. Pour information, Rachel, quand on l'a rencontrée, qu'elle est rentrée dans le process, elle a cru qu'elle était en train de se faire arnaquer. Et elle s'est demandé jusqu'à la signature de son CDD tremplin à quel moment on allait lui demander son RIB et sa CB. Mais rigolez pas, bon, en fait, vraiment, il y a des vraies arnaques en fait, et ça existe vraiment ces arnaques. Et on en était là en fait. Elle croyait elle s'attendait vraiment au moment où on allait lui demander son passeport, son RIB, son CB pour se faire arnaquer 15 000 euros. Elle y retourne quand vous voulez dans ce type de process. Et si vous avez l'occasion de regarder la petite vidéo, Rachel est à droite et elle explique son parcours. Alors, c'est une vidéo promotionnelle d'AXA. C'est assez sympa, on la voit, elle est très souriante, c'est hyper agréable. On a Clémentine aussi qui était quelqu'un de très fermé visuellement et maintenant elle est tout sourire. Pour la petite blague, Clémentine, sur un des premiers points que j'ai fait avec elle une fois chez AXA, elle m'a dit Solène, il y a un truc de fou chez AXA. Je dis ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne malvoyante qui arrive dans quelques jours avec son chien d'accompagnement. Oui, ok. Et AXA, ils ont acheté un panier et une gamelle pour le chien. Même le chien, il est bienvenu. Aujourd'hui, c'est une personne qui est très épanouie dans son nouveau métier et qui a une sensation qu'elle n'aurait jamais cru possible auparavant. C'est quand même beau d'entendre ça. Et voyez, Rachel, elle est à droite. Clémentine, pardon, elle est à droite. Elle est plutôt sourire. Hein. Donc pareil, je vous laisse regarder la vidéo à l'occasion. David pensait qu'il ne pourrait plus occuper un poste dans lequel il pourrait s'épanouir. Aujourd'hui, il s'éclate et il a trouvé des gens qui lui permettent de toujours croire en lui et lui, ça lui permet de donner le meilleur de lui-même. Foncez, les profils atypiques, c'est vraiment une richesse. Là, j'ai parlé surtout des retours de nos apprenants. Très récemment, j'ai une manageuse d'AXA qui m'a dit « Solène, j'espère vraiment que ce que m'apporte la collab,
Elle a dit clairement, voilà, la manageuse d'AXA, que travailler avec cette collaboratrice lui faisait du bien et que en contrepartie, elle espérait justement en retour que elle aussi lui faisait du bien. Et je trouve ça magnifique parce qu'au final, cette personne, en fait, elle s'est mise un peu dans la peau des différents candidats et elle s'est dit, en gros, elle m'apporte beaucoup, j'apprends beaucoup de choses et j'espère tout autant lui apporter ce qu'elle m'apporte. Et je trouve ça très très beau. Et nous personnellement, on a eu des retours de plein de façons de cette manière-là. Et on s'est dit, on a fait notre job et on trouve ça magnifique. Voilà. Donc foncez, les profils atypiques, c'est quand même les meilleurs. Enfin, les meilleurs. Enfin, décidément, je fais gaffe sur gaffe. Sont plutôt une richesse, ça sera mieux formulé. Donc foncez, n'hésitez pas, n'ayez aucun doute. Et puis j'espère que cette présentation vous a plu. Elle a répondu à vos questions. On est là pour y répondre. N'hésitez pas à nous faire un petit retour feedback avec le QR code. Non, je ne fatigue pas, tout va très bien. Et je suis désolée, on a été un peu trop bavarde. Oui, je parle de trop. Non, bah non. C'est ça le problème, c'est que du coup, j'ai trop parlé. Donc, si vous avez un petit peu le temps sur votre pause déjeuner pour des questions, on reste disponible. On est là encore jusqu'à demain midi avec quelques petites disparitions. Mais on est là pour y répondre et vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. On sait que souvent, quand ça touche à l'handicap, les gens n'aiment pas forcément poser les questions en public, plutôt en off. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à vous pour votre écoute et on vous souhaite une très belle journée, un très beau Mixit.